dramatique ce matin. Oui, on a appris ça il y a quelques instants. C'est une quinzaine d'étudiants de la polyvalente Georges Vanier, c'est dans le quartier du Vernet à Laval, qui ont dû être hospitalisés vers 10 heures ce matin après avoir été victimes, Jean-François Guérin, d'émanations de chlore. Oui, en fait, le dernier bilan, on attend le chiffre final, Régent, mais on parle d'entre 30 et 40 étudiants qui ont été incommodés. 4 de ces étudiants l'auraient été plus sérieusement. Il faut bien spécifier là, pour les gens qui auraient des enfants à l'école Georges Vanier, ici, dans Saint-Vincent-de-Paul, que la vie de personne est en danger. C'est quand même très désagréable que cette odeur de chlore qui a envahi l'école vers 10h45, mais on nous dit que la vie de personne est en danger. Donc, tout ça, vers 10h45, les élèves qui ont été avertis d'évacuer l'école, et lorsque les pompiers se sont amenés sur les lieux, c'était déjà amorcé depuis déjà un bout de temps. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que lors de la manipulation du chlore à la piscine de l'école, il y aurait eu mélange entre le chlore et un acide. En fait, il y avait un baril de chlore qui était contaminé à l'acide. C'est la réaction entre les deux produits qui aurait provoqué ces émanations-là. Si vous voulez bien, on va écouter une étudiante qui était sur place et qui nous raconte comment l'évacuation s'est passée. D'accord. Ils ont averti à l'intercom, sortez immédiatement, sortez vite, mais ils nous ont pas dit qu'est-ce qui se passait. Puis là, tout le monde est sorti, il y en a qui paniquaient, il y en a qui couraient, puis on a sorti, puis ça se sentait vraiment fort, là. Donc, Régent, le travail a été, pendant qu'on peut peut-être vous montrer de quoi ça a l'air présentement sur les lieux, l'opération est à toute fin pratique terminée. Le travail consistait à évaluer les étudiants, à trier ceux qui devaient s'en aller dans des centres hospitaliers par rapport à ceux qui pouvaient rester ici sur place. Et donc, on attend le chiffre, comme je vous le disais, mais c'est entre 30 et 40 étudiants. Il y avait des gens, un superviseur d'urgence santé, un médecin qui était sur place pour traiter tous ces cas-là. L'école a été évacuée. On peut se douter que les cours sont pas mal terminés pour la journée. Oui, exactement. Sauf que tout s'est quand même relativement bien terminé compte tenu des circonstances. Ben, merci Jean-François de ces précisions-là. Au revoir. Au revoir. Revenons sur le Kosovo maintenant, les bombardements de l'OTAN qui prennent de l'ampleur. Oui, puis je vous dirais, Jocelyne, qu'il faut vraiment regarder attentivement le libellé des dépêches pour nous situer un peu dans cette épreuve de force. Dans une dépêche de l'agence France-Presse en cours de matinée, on qualifie de l'une des meilleures, finalement, cette 23e nuit de bombardement. C'est comme si, Normand Réaume, je ne sais pas, on veut se vanter des exploits actuellement. Exactement. À Bruxelles, l'OTAN s'est fait demander par la presse internationale de produire le film de téléguidage de là où des bombes qui ont frappé les réfugiés albanais dans le petit village de Diakovica au Kosovo. Et ça nous permettrait, bien sûr, de voir visuellement, clairement, qu'est-ce qui s'est passé. Pour le moment, l'OTAN s'assoit, conserve son vidéo et préfère justement attirer l'attention sur ces exploits guerriers dont on voit des images à l'écran en ce moment. Alors, l'OTAN dit qu'effectivement, depuis 24 heures, elle a effectué l'une de ses meilleures séquences de bombardement. Ce sont surtout des infrastructures qui ont été frappées, comme depuis le début, des raffineries, des ponts, ainsi que des installations d'approvisionnement en eau potable. Et selon l'OTAN, plusieurs blindés et pièces d'artillerie auraient été détruites. Ils ont frappé au Kosovo, en Yougoslavie, ainsi qu'au Monténégro. Et enfin, on peut dire que le Pentagone reconnaît qu'il étudie actuellement un plan de mobilisation de réservistes américains. 30 000 soldats supplémentaires pourraient être appelés pour renforcer la participation américaine à l'intérieur de l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie. Oui, ça s'inscrit dans le cadre, selon vous disiez hier, qu'on risque de voir ça tout le moins jusqu'à l'été, de la façon dont les choses se déroulent actuellement. Selon les aveux de conseillers du président Clinton. D'autres pour qui ça va vraiment pas bien, ce sont bien sûr les réfugiés albanais comme tels. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'Albanais encore au Kosovo au moment où on se parle? Ce matin, le Haut Commissariat aux réfugiés a dit qu'il ne restait au Kosovo que 500 000 personnes sur les 2 millions qui, originellement, habitaient la province serbe. Les images nous montrent que ce matin seulement, dans la journée de vendredi, plus de 9 000 réfugiés ont quitté le Kosovo, 6 000 seraient allés en Macédoine, 3 000 en Albanie. Et selon une organisation humanitaire, Programme alimentaire mondial, les réfugiés qui sortent du Kosovo sont dans un état de plus en plus lamentable, très affaibli par le manque de nourriture. Certains réfugiés ont raconté que les Serbes tuaient les animaux des Albanais et ne leur permettaient d'emporter qu'un peu de pain. Donc 500 000 sur 2 millions. C'est ça. Et comme il y avait 200 000 Serbes à l'intérieur du Kosovo, ça veut dire qu'il n'y aurait plus que 300 000 à 400 000 Albanais de souche au Kosovo. Merci, Normand. Okay. Au revoir. Revenons chez nous maintenant. Je ne sais pas si mon bâton de hockey va prendre de la valeur, si Wayne Gretzky s'en va, parce qu'il est signé Wayne Gretzky. Oui, il y en a. Ah oui?
Il y en a signé plusieurs, d'ailleurs, hier soir, justement, chacune des fois où il revenait au banc. Wayne Gretzky, donc, qui pourrait confirmer son projet de retraite dès cet après-midi. Les Rangers de New York qui convoquent la presse, finalement, pour 16 heures au Madison Square Garden. Et hier, vous savez qu'après le match qu'il disputait à Ottawa, justement, Gretzky a mentionné que seul un miracle lui ferait modifier son plan, finalement, de retraite. Et on va demander à notre prochain invité, au cours des prochaines secondes, justement, si lui, il est du type à croire au miracle. Parce que M. Charles-Henri, qu'on va aller rencontrer, ben, c'est un monsieur qui le connaît depuis presque une trentaine d'années maintenant. Il le connaît très, très, très bien. Et il l'a connu d'ailleurs à un âge où Wayne Gretzky commençait à peine à jouer au hockey. Donc, on va aller le retrouver ce midi dans nos studios de Hall. Monsieur Henry, justement, est-ce que vous croyez à ce type de miracle-là? Ou d'après vous, là, c'est chose faite? Est-ce que... Donc, on l'accueille au moment où vous le voyez justement bien dans nos studios. Monsieur Henry, est-ce que vous nous entendez? Oui, je t'attends, là. Bon, justement, est-ce que vous êtes du genre à croire à ce type de miracle-là ou d'après vous, Wayne Gretzky s'en va? Bon, d'après moi, la chose, c'est fait accompli. Le fait que, comme qu'il dit hier soir, à moins qu'il y ait un miracle qui se passe aujourd'hui, certainement que j'en vois pas dans le sens que une conférence de presse qui est cet après-midi à New York, fait que en réalité, les choses n'allaient pas changer si vite que ça s'il y avait eu un changement d'attitude. Vous l'avez rencontré récemment? Bien, avant qu'il parte hier soir, comme tout le monde, on a discuté, on a jasé, puis j'ai souhaité bonne chance, puis il est parti, puis je suis censé de le voir ce week-end. Oui, parce que vraiment, il faut qu'il quitte. Est-ce que son état de santé, ou c'est plus... je vous dirais, il y a son état de santé d'un côté qui peut aussi l'inquiéter, mais il y a également le fait, je pense que les Rangers, cette année, ça n'est pas vraiment à son goût. Mais je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plutôt sa santé. Puis le fait qu'il a joué 21 ans, comme on dit, puis si tu regardes dans le sens du hockey avec les playoffs, les parties d'exhibition, tous les autres tournois qu'il a fait, il est rendu en fait de hockey, il est rendu à 25 années de hockey. Fait que ça, là, c'est pas mal d'usure, comme on dit. Je vous disais tantôt que vous l'avez connu vraiment très, très, très jeune, bien avant cette fulgurante carrière-là. Quoi, à l'âge du Pee-Wee, à peu près? Il avait près de 10 ans. Ah oui? Puis est-ce que vous voyez en lui à ce moment-là l'étoile qu'il était pour devenir? Il ne faut pas être un génie pour le voir qu'il était un excellent jeune joueur de hockey. Je veux dire, quand comme dit, tu scores 10 buts dans une partie puis 9 dans l'autre, il avait des clubs de compétition, fait que certainement tout le monde était au courant qu'il était pour être un grand joueur. Est-ce que ce sont de beaux souvenirs pour vous? Oui, bien gros, comme on dit. Il y a amplement de souvenirs, des bons souvenirs. Puis pour moi, c'est quelque chose que je suis très content pour lui. Et justement, on me disait qu'au cours des étés, à certaines occasions, il allait carrément chez vous pour se rendre au stade, bon, en fait, aller voir du baseball à Montréal. Ah oui, c'était un partisan des Expos en ce temps-là, puis il venait à tous les étés, puis on allait voir les parties des Expos. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce grand joueur-là en terminant? Bien, je pense que la personne qu'il est dans l'humanité, je pense que c'est plus grand que le hockey. Dans des choses qu'il a faites hors glace, pour des chaises roulantes, comme on dit, puis des personnes qui ont eu des difficultés avec la santé, puis que Wayne était toujours là. Alors, merci, M. Henry, justement, au moment où il nous parlait de ses causes. Un total de 10 000 $ pour Mme Irène Potvin de Montréal. Madame, bravo et félicitations. Je vous remets votre chèque et je vous donne rendez-vous demain matin dans le cadre de l'émission Salut, bonjour, week-end. Il y a une autre personne qui va venir jouer à Haute Fortune. Au revoir tout le monde et à demain. Vous trouvez que cet homme a l'air déboussolé? C'est qu'il conduit une Malibu de Chevrolet. Une voiture élégante et bien construite, à un prix très abordable. Pas étonnant qu'il se rappelle davantage pour sa retraite après le dernier match de la saison dimanche à New York. Gretzky, qui a 38 ans, a complété avec brio 20 saisons dans la Ligue nationale. Wayne Gretzky s'est présenté à la tribune en compagnie de sa femme Janet et de ses 2 garçons, sa fille ayant préféré demeurer à la maison de peur de trop pleurer. Après avoir dit que ses derniers jours dans le hockey devaient ressembler à une fête, Gretzky a confirmé qu'il prenait sa retraite. It's obvious that today that I officially have retired, and Sunday will be my last game. I should take my own advice, huh? Every guy in my career that played always had the same goal, and that was to be a champion, and you know, that always made a lot of fun. Il y a à peine 3 semaines, seule son épouse était au courant de ses projets de retraite.
Même son agent n'avait pas été informé de ses intentions. Mais depuis 5 jours, Gretzky était profondément convaincu de prendre la bonne décision. I knew that I had the right decision. I never wavered. I never budged. I know in my heart I'm making the right decision. And I'm also going to say, I'm going to tell you, I'm going to miss it. I'm going to be sitting there in January saying, what is going on? But I'm done. Gretzky avait aussi un message pour les jeunes joueurs de hockey. Do it because you love it. Don't do it because you want to make a lot of money at it. If you do it because you love it, and you do it because you dream of playing in the National Hockey League, everything else will fall into place. We used to just play pond hockey, chase a puck around. I never played 6 hours a day because I said I wanted to make a lot of money. I played because I loved it. Jean-François Poirier pour TVA Sport. Comme des milliers d'autres, Wayne Gretzky a chaussé les patins très rapidement. Mais était-il possible de croire qu'un homme révolutionnerait autant le sport chéri des Canadiens? Gretzky gets the puck on the right to McSorley. Centered it to Gretzky. Scores! Wayne Gretzky! There it is! Number 802. 20 ans après son arrivée, Wayne Gretzky se retire en laissant son nom à plus de 60 endroits dans le livre des records de la Ligue nationale. Un à un, depuis 1979, il a réédité les exploits appartenant à d'autres légendes du hockey, les Howe, Richard et Esposito. Son passage avec les Oilers d'Edmonton de 79 à 88 a transformé le visage même du hockey. Par sa compréhension du jeu, par son intelligence, par sa vision, en somme par son sens inné du hockey, il a rapidement pulvérisé les principaux records offensifs. Ses 92 buts, 163 passes et 215 points en une saison tiennent toujours plus de 10 ans plus tard. Cette production s'est bien sûr traduite par la récolte d'une multitude de trophées, en particulier le plus désiré, la Coupe Stanley. 4 fois, entre 84 et 88, il a conduit les Oilers à la victoire finale. Sa première conquête en 84 demeure d'ailleurs à ses yeux son plus beau souvenir en carrière. Wayne Gretzky a su donner des émotions fortes aux amateurs de hockey. Sa collaboration avec Mario Lemieux lors de la présentation du tournoi de la Coupe Canada en 87 demeure un des plus grands moments du hockey canadien. Et 20 ans plus tard, le 99, la merveille, le Great One, ce joueur que plusieurs considéraient trop frêle pour réussir complète sa carrière avec plus de 2850 points, dont près de 900 buts, en plus sa production en éliminatoire. Des chiffres qui resteront, bien sûr. Et Wayne Gretzky, au terme de sa carrière, a été bien plus qu'un recordman. Il a été le parfait gentilhomme, l'ambassadeur par excellence, le plus bel exemple d'un enfant qui, toute sa vie, a joué au hockey. Simon Plourde pour TVA Sport. Jusqu'à tout récemment, on ne s'attendait pas à ce que la saison 1999 soit la dernière du fameux numéro 99. Tous les joueurs de la Ligue nationale craignaient Wayne Gretzky, mais surtout, ils l'admiraient. Chacun a sa petite histoire à propos de Gretzky. Le nom de Wayne Gretzky était sur toutes les lèvres aujourd'hui à l'entraînement du Canadien de Montréal. Il était admiré, même s'il a fait vivre des moments embarrassants à certains joueurs. Quand j'étais avec Boston, on jouait à Los Angeles. Puis je sortais de ma zone, puis j'ai passé la rondelle, puis il a intercepté ma passe, puis il est allé au but, il n'a pas marqué. Je suis revenu sur le banc, Mike Weber, il dit, Stéphane, tu sais, j'étais tout comme déçu, il dit, Stéphane, t'inquiète pas, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Wayne Gretzky a été propriétaire des Olympiques de Hull pendant 7 ans. Durant cette période, il a été le patron d'Alain Vigneault et de Benoît Brunet. J'étais jeune, je commençais, j'avais 17 ans, fait que c'est sûr que quand je l'ai rencontré, j'ai pas jasé avec, parce que j'étais pas mal impressionné dans ces années-là, mais non, je pense qu'il a toujours été bon pour le hockey, puis il était bon dans ce temps-là pour notre club. On avait tout ce qu'on voulait dans ces années-là junior. La première fois qu'il a appelé au bureau, puis il a dit « Hi, this is Wayne », c'est moi qui avais répondu, puis j'ai dit « Wayne ». Alain Vigneault a même déjà affronté Wayne Gretzky comme joueur, une expérience de courte durée. C'était une présence de 30 secondes. Quand lui est embarqué, moi, ils m'ont fait débarquer. Donc, Dans les ligues de garage aussi, le départ de Wayne Gretzky attriste. Wayne Gretzky a apporté au hockey la finesse et l'intelligence, alors que à la fin des années 70, début 80, c'était peut-être plus la robustesse qui primait à ce moment-là. Alors Wayne est venu puis il nous a montré qu'il y avait une autre façon de jouer au hockey. Plusieurs auraient d'ailleurs souhaité que le grand joueur fasse une dernière tournée des villes du circuit. I wish he would maybe given us a little more notice so a lot of cities could have come and seen his last game. But he's one of the greatest players of all time. We're going to miss him. Wayne Gretzky jouera son dernier match dimanche, mais rien ne pourra jamais effacer le passage de ce magicien des glaces. Dominique Arpin, TVA, Montréal. Alerte aux émanations toxiques dans une polyvalente de Laval ce matin. 47 étudiants de l'école Georges Vanier ont dû être transportés à l'hôpital après avoir été incommodés. L'incident serait dû à une erreur de manipulation. Débarcadère pour les ambulances, merci.
11 heures, école secondaire Georges Vanier. Les ambulanciers en ont plein les bras. Ils doivent traiter des dizaines d'étudiants présentant des troubles respiratoires. Quelques minutes plus tôt, un employé s'occupant de l'entretien de la piscine a fait une mauvaise manipulation. Résultat, des émanations insupportables. Ils ont averti à l'intercom, sortez immédiatement, sortez vite, mais ils nous ont pas dit qu'est-ce qui se passait. Puis là, tout le monde est sorti, il y en a qui paniquaient, il y en a qui couraient, puis on a sorti, puis ça sentait vraiment fort. Là. Ils ont reçu les premiers soins de l'école au niveau des secouristes, parce qu'on a une équipe de secouristes. Rapidement, 26 ambulances de partout dans la région ont convergé vers l'école secondaire. À l'arrivée des pompiers, l'évacuation était presque terminée. Aussitôt qu'on a eu contrôle de la situation là-dessus, on a sorti les produits à l'extérieur pour éviter que les émanations se continuent à travers le bâtiment. Alertés par le déploiement des services d'urgence, plusieurs parents, inquiets, accouraient. Ce sont les jeunes qui suivaient des cours dans le bloc sportif, la piscine notamment, qui ont davantage été incommodés. Les ambulanciers leur fournissaient de l'oxygène, les évaluaient et au besoin les transportaient. En tout, 47 personnes ont été hospitalisées dans 4 centres pédiatriques de la région. On a juste mal au cœur, on a besoin de respirer. Le problème, c'est une détresse respiratoire. Je n'ai pas eu de cas majeur. C'est un mélange accidentel entre du chlore et de l'acide muriatique qui serait à l'origine de l'incident. Un incident qui a entraîné la fermeture de l'école pour le reste de la journée, de même que l'annulation des activités qui y étaient prévues en fin de semaine, le temps de bien nettoyer les conduits d'aération. Mais compte tenu de la toxicité des produits impliqués, ainsi que des 1200 personnes qui se trouvaient sur place, c'est un moindre mal. Jean-François Guérin, TVA, Laval. Eh bien, on est au 3e jour des recherches pour retrouver Jolène Riendeau, la fillette de 10 ans disparue de son domicile de Pointe-Saint-Charles. Jean-François Guérin est avec nous. Jean-François, rien de nouveau, rien de très encourageant? Absolument rien de nouveau à l'horizon. Et pour vous montrer jusqu'à quel point on peut tourner en rond dans cette enquête-là, aujourd'hui, on refaisait essentiellement les mêmes secteurs déjà visités au cours des 2 premières journées de recherche, c'est-à-dire surtout le quartier Pointe-Saint-Charles. Certains lieux ont été visités à 2 et même 3 reprises. On parle entre autres d'édifices abandonnés, comme c'est le cas sur ces images-là. Donc, c'est ce qui s'est poursuivi au cours de la journée. Les policiers ont reçu, en date de ce matin, 125 informations qui ont toutes été vérifiées et qui ne mènent jusqu'ici à rien. On avoue du côté des policiers que c'est plutôt inhabituel d'avoir aussi peu d'informations. Parallèlement, il y a 600 000 affiches à l'effigie de la victime, de la jeune disparue, qui ont été envoyées un peu partout à travers le Québec. Merci, Jean-François. Au revoir. Dans quelques minutes à JE. Ici Pierre Saint-Yves. Le village d'Émilie, le grand-mère, va sans doute ouvrir pour la dernière fois l'été prochain. Les détails dans un instant. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en cette grande période de sollicitation, vous serez sujets aux démons de la tentation, du désir. Succombez, que diable! Ce serait dommage de ne pas profiter du financement à l'achat de 2,8% pendant la vente étiquette rouge Toyota. Pendant cette période, l'enfer est bleu, mais le ciel est rouge. Pour conduire sur nos routes, il faut être prêt à tout. Vous devez donc pouvoir compter sur vos pneus. Le pneu super adhérent ST70C de Firestone est un pneu 4 saisons révolutionnaire, à traction supérieure sur chaussée mouillée. Firestone, performance assurée. Le printemps est à la mode. Les rivières. Avec le nouveau Pathfinder de Nissan, la nature devient de plus en plus civilisée. L'Égypte, un pays fascinant, mais l'attentat terroriste de 97 laisse des traces.
Aujourd'hui, difficile de se promener dans la région touristique sans une imposante escorte policière. Les Enfants du Nil, présenté par Simon du Rivage, ce dimanche, 21h. La ville de Grand-Mère coupe les vivres au village d'Émilie. À Nicolet, un enfant est attaqué par un castor sur le chemin de l'école. Au sport, le départ de Gretzky, commenté par l'arbitre Denis Morel. Madame, Monsieur, bonsoir. Le village d'Émilie agonise. Son bailleur de fonds, la ville de Grand-Mère, lui coupe les vivres parce qu'elle a déjà beaucoup investi et qu'il y a encore trop à dépenser pour le rendre attrayant. Le village pourrait même ne pas ouvrir à l'été. Tout est mort au village d'Émilie et le restera sans doute. La ville de Grand-Mère a décidé que le village est devenu un gouffre financier qu'elle n'a plus les moyens d'entretenir. Et on a pris la décision de respecter la capacité de payer de nos citoyens et le conseil municipal a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait fin à des contributions financières futures pour le village d'Émilie. La ville va respecter ses engagements financiers de 160 000 $ pour cette année. Elle refuse cependant d'y ajouter les 75 000 $ pour des travaux au théâtre exigés par la régie du bâtiment et les 15 000 $ en frais d'intérêt sur une marge de crédit. Mais les chiffres nous disent que définitivement, les revenus ne couvrent pas les dépenses. Même si l'achalandage a augmenté de 8 % l'an dernier, la mairesse doute des chances de rentabiliser le site. Il faudrait investir 2,5 millions de dollars avec l'aide des gouvernements et de l'entreprise privée pour espérer donner une seconde vie au village. J'espère une relance parce qu'il y a quand même des belles choses qui peuvent se réaliser au niveau du village d'Émilie. Sauf que la ville n'a plus les capacités financières pour le supporter. Le président de la Corporation touristique et culturelle de Grand-Mère, Claude Cadotte, réserve ses commentaires pour plus tard, une fois qu'il aura rencontré son conseil d'administration. Il n'est toutefois Hi, everyone, and welcome to Sports Desk. I'm Darren Detition in Toronto, along with Dave Randorf in Vancouver. We're glad you tuned in. There were no miracles on Friday morning when Wayne Gretzky met with Rangers ownership. To no one's surprise, as you just heard, the Great One made it official. Dave, if Ottawa was the prelude, New York was the finality. Friday in Madison Square Garden, Wayne Gretzky did the anticipated. After 20 years, he officially retired from the National Hockey League. He went out the same way that he played, and that was with grace. His final farewell to come on Sunday. Paul Romanuk was in New York and has more. Well, thanks. Now, first of all, I know you've done this before. You know what it's like when you get a book and you open the book up to the last page and you read how the book ends. So then you read the whole book, you get to the end, and you pretty much know what's going to happen. Well, that's kind of like what this press conference was like. We all knew what was going to happen. But I will say this, the book had a very happy ending. As professional hockey is and professional sports is, we have no in-betweens, it seems. We have highs, we have lows. And in life, that seems to kind of be the general feeling that, unfortunately, sometimes you go to funerals, and fortunately, sometimes you get to go to weddings and fun parties. And to me, this is a party, this is a celebration, and I hope everyone understands that I look upon these next few days as something to really enjoy. It's obvious that today that I officially have retired, and Sunday will be my last game. Even in a career as great and as decorated as Wayne Gretzky's, there are still a few things he looks back on and sort of wonders, what if? Two regrets. 2 years ago, we got to the semifinals. I really think He's always been a great player. Unfortunately ran into 2 or 3 injuries, and we had one of the guys on the team who's had a family member pass away. I think we had a legitimate chance to make some hay. And in '93, with the loss to Montreal, those 2 times, I thought that both times we had chances to win. The first time we lost in the finals to the Islanders, we all kind of knew we'd be back. We were so young and pretty good team. And those 2 times, once